Alors, on reprend Bedrat Hashem, le Sefer Yetzira. Donc, il faut pas être pressé, d'accord? Il faut prendre son temps avec le Sefer Yetzira. Je vous dis, c'est un livre très important et très court. Donc, plus c'est court, plus c'est compliqué. Donc, nous, on est dans le 3e chapitre. D'accord? Très bien. La semaine dernière, on avait expliqué la première Mishnah, qui était très courte, d'une façon un peu étonnante, mais il n'y a pas d'autre choix. Donc on va juste la relire pour faire la jonction avec la deuxième Mishnah. D'accord. Shalosh imot amash, yesodan kaf chova, vechav zechut, ulshon chok machria bentaim. D'accord. Donc, il y a 3 mères. Les 3 mères, on sait déjà ce que c'est. Vous vous rappelez, ce sont quoi? Ce sont les 3 premières lettres de la division en 3 des lettres. Le Sefer Yetzira, il va sur un mode de 3. Rappelez-vous, c'était quoi la première Mishnah? C'était qu'il y avait Sefer Sifour sa part. Donc, et rappelez-vous, quand on avait vu, par exemple, les lettres du nom divin, c'était Yud Kevav. D'accord? Vous avez dit où est-ce qu'il est. De même, quand on verra, par exemple, et on va y arriver, les fondements, c'est Esh Ruach Maim, c'est-à-dire le feu, le vent et l'eau. Où est-ce qu'elle est la terre? Il y aura une seule fois dans Sefer Yetzira ce mode de la terre. Pourquoi il est sur un mode de 3? C'est une bonne question. Parce qu'il est au niveau de la Yetzira. Donc ça sera plus tard qu'on aura un mode de 4. Ou plutôt on dira que c'est 3 degrés par rapport à un 4e. Donc nous on est sur un mode de 3. Et il ne faut pas essayer de comprendre. Il faut juste essayer de suivre le mouvement du Sefer Yetzira. Sinon on est perdu. Donc maintenant, nous avions divisé les lettres en 3 parties. Dans le deuxième chapitre. Dans le 3e chapitre, maintenant on va étudier la première des 3 divisions. Vous suivez? Donc il y avait 3 amash, il y avait 7 kefulot, les bagat kaporet ou les begat kafrat comme vous voulez les appeler, et on avait les 12 peshutot. Maintenant, dans le 3e chapitre, donc ça c'est plutôt logique, on va maintenant étudier les shalosh imot. Très bien, on va y revenir. Et ces shalosh imot, elles sont sur un principe de 3 aussi. Et ce principe de 3, qui va revenir tout le temps, qui est le kaf chova vechav zechut, c'est-à-dire le plateau du devoir, on va dire, mais c'est plus, chova c'est le plateau même de la faute. Vechav zechut est le plateau du mérite. Ulshon chok mahria bentaim, et on a une langue, puis qu'on avait dit que d'après Rabbi Samita c'était comme ça qu'il faut traduire, et on a une langue, et si on considère que c'est une balance, c'est comme le fléau de la balance, mahria, qui est équilibrant entre les deux. Je reviens là-dessus parce que quand j'ai écouté le cours, j'ai été trop rapide. Si vous avez une balance avec 2 plateaux comme ça, et vous avez au milieu le fléau, d'accord? C'est pas une bonne métaphore, pourquoi? Parce que dans la balance, le fléau, il n'agit pas. Il est juste là pour indiquer. Je reprends. Si vous avez une balance, j'ai à droite des tomates et de l'autre côté des pommes, et j'ai 4 kilos et 3 kilos, le fléau, il va juste indiquer qu'il y a plus d'un côté que de l'autre. D'accord? Or, le principe du Maria, c'est pas ça, c'est que c'est un 3e principe en soi. Donc, il agit. C'est comme si dans votre balance, le fléau, il était capable de rééquilibrer. Et c'est d'ailleurs même un grand problème que le Ramak va relever plusieurs fois dans le Sefer Yetzira, c'est que si on dit que, et dans le Pardes, c'est que si on dit que cet axe central, qui s'appelle l'axe, alors dans le terme de Sphirot, l'axe de Tiferet, ce que vous voulez, il est juste là pour être entre Chesed et Gvura, alors il ne sert à rien. Il ne sert à rien. Or, c'est un équilibrant, il agit. C'est comme si maintenant, votre fléau au milieu, il était capable de dire, tu sais quoi? J'ai plus de pommes que d'oranges, et ben je vais rétablir la chose. Je vais rééquilibrer. D'accord? Donc ça, c'est important. Sinon, on ne comprend pas à quoi sert cet axe central. Je vous avais donné l'exemple des couleurs. Alors, les couleurs, c'est compliqué, mais par exemple, admettons qu'on dise que Chesed, c'est du blanc et que Gvura, c'est du rouge, j'ai bien dit, admettons.
Donc, si on dit qu'au milieu, il y a Tiferet, c'est rose. Oui, mais si on dit que c'est rose, c'est qu'on n'a pas compris. C'est qu'on pense que simplement Tiferet, c'est un mix entre les deux. Or, c'est pas un mix, parce qu'il agit, lui. Il agit aussi. En gros, c'est simple. C'est que vous avez dans la vie un truc à droite, un truc à gauche, et ben, il va falloir maintenant agir pour équilibrer. Vous n'êtes pas là pour marquer des points. Si vous êtes là pour dire, ah bah oui, tu sais quoi, toi tu as dit ça, et toi, tu as dit ça. Pour ceux qui étaient au cours d'hier, le soir, il a donné un exemple extraordinaire, mais on va juste l'enregistrer, à propos de Moshe et de Noach. Juste, je répète vite fait. Le soir, parce que j'y réfléchis encore aujourd'hui, le soir, il a dit comment est-ce que Moïse, il a agi dans la négociation pour pas que les Bnei Israël soient éliminés, détruits même, après la faute du veau d'or. Alors le soir, il dit quand on veut apaiser deux parties, à la partie lésée, il faut minimiser la perte. Donc il a dit à Dieu, non, c'est pas très grave ce qu'ils ont fait. C'est pas très grave. Que le soir, il a dit que Moshe, il a dit lama, que Moshe, il a dit à Dieu pourquoi. Le soir, il dit, mais il a vu ce qu'ils ont fait. Le soir, il dit non, c'est une technique. C'est plus qu'une technique. Donc, il a dit d'un côté à Dieu, c'est pas très grave ce qu'ils ont fait. Et de l'autre côté, il a dit au Israël, c'est super grave ce que vous avez fait. C'est ça le rééquilibrage. Il a rééquilibré. Il a augmenté leur faute auprès de ceux qui ont fauté et il a minimisé le dommage à côté de celui qui est lésé. Si vous trouvez dans la vie quelqu'un qui fait comme ça, vous m'envoyez. Parce qu'en général, les gens disent, bon, mais je ne vais pas me mêler. Je vais pas me mêler, je sais pas. Ah oui, tu as raison. D'accord ? Donc, c'est pas une chose aussi donnée que ça. Donc, ça, c'est très important, cette notion de l'équilibrant, de Mahlia Ben-Taïm. Maintenant, donc on a aussi maintenant un principe de 3. Ce principe de 3, la question qu'on avait posée, c'était est-ce que c'est un principe qui s'applique au Hamash ou pas? Rabbi Chazal, il dit c'est un principe général sur tout. Donc on est revenu à un mode global de 3. D'où il a tiré ça? Il a tiré ça qu'il y a marqué Yesodan. C'est-à-dire que leur fondement. Ça veut dire que même le principe de 3 de Hamash, il repose sur un fondement qui est aussi de 3. Et donc, du coup, ce fondement de 3, il va s'appliquer à tout. Et donc, il s'applique aussi aux trois catégories de lettres. Donc, les 3 premières Hamash, elles sont à un côté, c'est-à-dire elles sont du côté de Chesed. Les Sheva Kefulot, les 7 doubles, elles sont du côté gauche. Ne parlons pas de Sirot, d'accord? Elles sont à droite, elles sont à gauche. Et les 12 Peshutot, elles correspondent à l'axe central. Donc il faut maintenant comprendre tous ces enjeux de 3 sur 3, de 3, de 3, de 3. D'accord? Très bien. Alors maintenant, on reprend. Alors, la petite difficulté, évidemment, c'est que on va prendre la première version de la Mishnah 2. D'un point de vue stylistique, chaque partie, elle va avoir son leitmotiv. D'accord? Rappelez-vous, dans la première partie, le leitmotiv, c'était Eser Sefirot Blima, Eser Sefirot Blima. D'accord? Dans la deuxième partie, c'était Esrim, Ushtei Motiot Yesod, Esrim, Ushtei Motiot Yesod. Dans la troisième partie, ça sera toujours donc une espèce de rythmique comme ça, qui va dire Shalosh Imot Hamash, Shalosh Imot Hamash. Très bien. Alors, prenons la version la plus simple. Sod Gadol Moufla ou Merhousé. Ve Chotam Beshesh Tabaot. Ou mimeno yotzim, esh umaim, mithalkim, zachar, venekeva. D'accord? On va s'arrêter là. On va s'arrêter à ce point-là.
Shalosh imot amash. Donc on revient sur notre élément, les 3 mères amash. Première question, on n'a pas été assez, on n'a pas été assez précis. C'est quoi cette notion de mère? D'accord? C'est dire quoi que ce sont des mères? Dire quoi que ce sont des lettres mères? D'un point de vue grammatical, les lettres mères, ce sont les matrices sectionnistes, et c'est clair que Aleph même Shin n'en font pas partie. On est complètement d'accord. Donc c'est quoi cette notion de lettres mères? Le Rama qui dit comme ça. Mipne she'em imot lechol havaya. Ce sont les mères de toute chose. Enfin, de toute existence, de toute havaya, de toute chose qui existe. C'est-à-dire, shalosh rishonot, et elles correspondent aux 3 premières, shebaen shoresh, qui sont la racine de nos 3 fameux éléments, qui sont le din à gauche, le chesed à droite et le rachamim au milieu. Très bien. Et qui vont elles-mêmes être aussi les racines d'autres choses. Donc maintenant, on va commencer à reprendre ce principe de 3 des mères, et on va voir maintenant tout ça, qu'est-ce que ça va engendrer? Qu'est-ce qui va sortir de ça? Reprenons. Mais maintenant ici, c'est comme si on plaçait 2 points. Shalosh imot amash, 2 points. Sod gadol, c'est un grand secret. Moufla, Moufla, vous vous rappelez? Moufla, c'est Pélé, c'est prodigieux. Vous vous rappelez? On a vu ça dans la première Mishnah. Pourquoi? Parce que ce sont du côté des Péliot à Chorma. Vous vous rappelez? Donc, c'est un grand secret prodigieux ou mechoussé. Mechoussé, ça veut dire quoi? Qu'il est caché, enfin qu'il est recouvert littéralement. C'est un secret, donc il est grand, il est mouflé, il est prodigieux, ou mechoussé, et il est recouvert. Ve chotam, et il scelle, ou plutôt, et c'est scellé. Le ramak, lui, il a vechatoum. Vechatoum, c'est beaucoup mieux. D'un point de vue grammatical, ça veut dire, et il est scellé, beshesh tabaot, et il est scellé dans 6 tabaot. C'est quoi 6 tabaot ici? Doucement. Normalement, tout le monde entend que shesh tabaot, ce sont 6 anneaux. Une tabaat, c'est un anneau. Très bien. Le Rama qui dit que ça ne marche pas, ça voudrait dire quoi ici 6 anneaux? Alors il dit que tabaat, ça vient de milachon tavoa. Donc ce sont 6 seaux. Simplement, en hébreu moderne, et même en hébreu classique, un seau, ça s'appelle soit un chotam, soit un matbea. Le Rama qui dit ici que c'est tabaat dans le sens de ce sont des seaux. Donc, alors c'est pas facile à traduire. Et c'est scellé en 6 seaux. Mais on a changé de mot. Lui, il a vechatum beshesh tabaot. C'est scellé en 6 seaux. Pourquoi ça ne marche pas les anneaux? Parce qu'on ne peut pas traduire 2 mots différents par la même fois. Alors, parce qu'il ne s'agit pas ici d'anneau. Alors, je reprends, alors doucement. Tabaat, c'est un anneau, dans le sens où un anneau comme un bijou. Mais n'allons pas trop vite. Lachon tabaat amartim. Il dit, en fin de compte, c'est comme une bague avec laquelle on scelle. Ah oui, bon, un seul. Oui, c'est comme une bague avec laquelle on scelle. Alors, mais doucement, on était trop vite. Sod gadol moufla ou mechoussé. C'est un grand secret prodigieux et caché. D'accord? Alors, vous avez bien noté qu'il y a 3 éléments. Gadol, mouflé ou mechoussé. Enfin, c'est un secret
Donc ici aussi, on est sur 3. D'accord? Alors, si ce sont des mers, donc ça correspond au degré le plus haut. Ça correspond au degré le plus haut. Rappelez-vous, juste, puisqu'on est dans les parachutes là maintenant de Bereshit, que le plus grand secret de la paracha, c'est de savoir qui était la mère d'Abraham. D'accord? On ne sait pas qui est la mère d'Abraham. C'est l'inconnu de cette affaire-là. À tel point que Abraham, il a eu 2 frères. D'accord? Or, d'après le Midrash, c'est pas la même mère. Parce que c'est pas possible qu'ils aient eu la même mère. Sinon, ils ne seraient pas sortis pareil. Donc, Abraham, il a une mère inconnue qui n'a eu qu'un seul enfant qui s'appelle Abraham. Le père, on le connaît, il s'appelle Terah. D'accord? Donc, c'est un degré complètement caché. C'est pas que dans le Zohar, il dit parce que pour qu'un enfant comme Abraham puisse sortir au monde, parce qu'évidemment, on ne sait pas comment Abraham il sort au monde. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, quelqu'un dans le monde va se réveiller, même le Midrash il nous raconte, il était petit, il a cassé les idoles, tout ce que vous voulez. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est les secrets de la génétique ou c'est quoi? Il y a quelque chose qui se passe? Il a reçu, il était surdoué, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, l'une des explications, c'est qu'il avait une mère particulière. À tel point qu'il y a toute une légende qui circule, pour ceux qui aiment bien ces histoires-là, sur le nom de la mère, et que si quelqu'un a un problème, il peut invoquer le nom de la mère d'Abraham. Mais il y a plusieurs versions sur le nom de la mère d'Abraham, etc. Donc c'est ça, cette histoire de la mère, c'est très important ici. D'accord. Alors donc il s'agit maintenant du degré de cette espèce de mère cachée des choses. Shalosh imot. D'accord? Alors, le Ramak, pour lui, il dit, ça fait aucun doute que si on veut le placer dans les sphirotes, c'est au niveau de Keter. Et que si même tu veux me le placer en termes de sphirotes, ça ne peut pas être autre chose que Keter Chorma Dat. Ou Keter Chorma Bina, si tu veux. D'accord? Mais en tout cas, c'est sûr qu'à ce degré-là, il s'agit de la mère fondamentale des choses. Pourquoi? On va y revenir. Parce qu'il dit que ce principe de 3, comme dans les lettres, comme dans les choses, il y a 3 types de lettres. Il y a 3 types de choses. Il y a les choses divines, il y a les choses spirituelles, et il y a les choses naturelles ou matérielles. Donc avant d'avoir parce que si simplement c'est un Aleph, un Mem et un Shin, tout le monde me question, mais on ne peut pas placer maintenant les lettres aussi haut. Les lettres, elles viennent plus tard. Avant qu'il y ait les lettres, il y a au moins des sphirotes. Après les sphirotes, vous vous rappelez, après les sphirotes, il y a les anges, après il y a les éléments, et après viennent les lettres. Alors il dit qu'il y a 3 types de degrés. Il y a les lettres qui sont complètement divines, les lettres qui sont complètement spirituelles, et après on aura les lettres matérielles. Vous n'avez pas imaginé que vous allez mettre maintenant un Aleph, un Mem et un Shin au niveau de Keter. Il y a un passage connu, dans le Harizal, je crois que c'est au début du Etzraïm, mais je ne suis pas sûr. Et qui est un passage qui fait un peu l'effet d'une bombe, parce que, alors que le Harizal, le Rabbi Chavital, il passe des pages et des pages à expliquer les sphirotes, les parsoufim, etc. Et il dit, sache que de toutes les manières, en haut, il n'y a rien. Il n'y a pas de parsoufim, il n'y a pas de sphirotes, il n'y a pas de lettres, il n'y a rien du tout. C'est que de la lumière. D'accord? C'est pas. Donc, cette mère d'Abraham, on en reparlera après. Donc, à tel point que le Ramak, il glisse, mais c'est intéressant de noter, il glisse encore, parce que pour lui, ces 3 premières lettres fondamentales, c'est Yud Kevav. Encore une fois, parce que si c'était vraiment des lettres fondamentales, pourquoi est-ce qu'on appelait Aleph Mem Shin? Au moins prendre des lettres du nom divin. On n'a jamais vu que ces 3 lettres-là, au moins, elles puissent former un nom divin. D'accord? Donc maintenant, on reprend. Sod Gadol Mufleu Mechusé. D'accord. Vechatum, et ça, on va prendre la version du Ramak, et ça c'est scellé, Beshesh Tabaot, et c'est scellé, alors on va dire, dans 6
et c'est scellé dans ciseaux, mais on perd l'hébreu, ou alors on va dire c'est gravé dans ciseaux. C'est peut-être pas mal. C'est gravé, on va le noter, c'est gravé, que la khatima c'est aussi une gravure, c'est gravé dans ciseaux. Alors, ça, évidemment, tout de suite, vous allez vous repenser à cette fameuse Mishnah des Chotamot, qu'on a vue. Vous vous rappelez la Mishnah des Chotamot, avec l'Est, le Nord, etc. Mais, à ce degré-là, c'est simplement plus haut. Comprenez? Il ne faut pas, hein, c'est important ça, même si les choses, elles sont en lien les unes avec les autres, il ne faut pas les compresser les unes sur les autres. D'accord? Parce que si les ciseaux, c'est les 6 directions spatiales, vous allez me dire quoi? Alors il y a de l'espace en haut. Non, on parle de la racine, de la racine, de la racine des choses. Mais rien n'empêche, alors pour ça, dans tout le parler, il dira, mais rien n'empêche que même si en bas vous allez avoir des lettres, ou si en bas vous allez avoir des directions spatiales, qu'il n'y ait pas une racine de ça beaucoup plus haut. D'ailleurs, c'est un grand problème. Ça veut dire que la structure d'en bas, elle correspond à la structure d'en haut. Mais ça veut pas dire qu'en haut, c'est structuré pareil. Ça veut dire qu'en haut, il y a cette structure-là, on va dire, en puissance ou de façon complètement subtile. Et pas encore, développée. Pourquoi c'est important? Parce que il faut que le flux y passe tout le temps, mais on va expliquer. Donc, on reprend. Donc, ou plutôt Vechatum Beshesh Tabaot, et ça c'est gravé dans 6 anneaux, ou Mimenu, ou Mimeno c'est clairement une faute de grammaire, c'est pour ça que le Ramak il a, ou Mehem. Oui, parce que si c'est Mimeno, c'est un singulier. Et ça veut dire et de lui. Qui c'est de lui? On ne sait pas qui c'est de lui. De toutes les manières, au départ, on a que des pluriels. À moins de dire que Oumimeno, ça provient du Sod Gadol, du grand secret. D'accord? Vous vous suivez ou pas? Très bien. Donc, mais c'est mieux de dire, d'après le Ramak, de dire Oumehem et de eux. D'accord? Bien que Tabaot soit un féminin et qu'on aurait dû dire Oumehen. D'accord? Oumehem. Alors, Yotsim ou Yotse. Alors, en plus, ce qui veut dire, c'est que si on dit ou Mimeno, Yotsim vont sortir Esh ou Maïm, et de ça va sortir maintenant Esh, le feu, Maïm, l'eau, doucement, Mithalkim Zacharu Nekeva, et ils vont se diviser en masculin et en féminin. Très bien? Hein? Très bien. Ce qui n'est pas du tout la bonne version. Parce que d'après le Ramak, évidemment, il faut dire Umehem yotse, esh umaim veruach. Esh umaim veruach. Donc il faut juste insérer esh umaim veruach. Doucement. Veruach ou mitralkim. Et après, ils vont se diviser en masculin et en féminin. Ou mitralkim zachar ou nekeva. Ce qui correspond tout à fait, comme dit Bernard, à la version longue de Mantoue. Parce que la version longue, de ce point de vue-là, page 99, elle est mieux. Non, mais c'est choqué qu'on mentionne l'As 2-3, on sursaute. Sauf qu'on ne comprend pas, vous allez trop vite, sauf qu'on ne comprend pas pourquoi maintenant ça va repartir sur un mode de 2. Alors, n'allons pas trop vite. Alors, et à partir donc de E, ça voudrait dire quoi? De E, soit ce sont les anneaux, soit ce sont les 3 mers, ou soit si au singulier, ou mimeno, c'est-à-dire, ou mimeno, ça veut dire de lui, de ce secret. Alors Ramak dit que c'est mieux de dire mehem, et que mehem, ça correspond maintenant à ces 3 degrés, qui vont être maintenant l'eau, le feu et le vent. Esh, Maïm ou Ruach.
Donc on est en train de nous expliquer comment ça va descendre. Et à un moment, ça va former des éléments, Esh, Ruach, Maïm, et après, ça va se diviser en deux qui vont être le masculin et le féminin. Alors, rappelez-vous, qu'est-ce qu'on avait dit? Ça, c'est un problème de philosophie médiévale qui va revenir souvent. C'est-à-dire maintenant, comment est-ce qu'on s'en sort? Les lettres, on les met où? Les éléments, on les met où? Les sphirotes, on les met où? C'est pas tout mélangé. D'accord. Alors, d'après le Ramak, c'est comme ça. On a d'abord les trois principes fondamentaux en haut, qu'on va appeler les mères. À partir de ça, c'est clair que tout va sortir. D'accord. Maintenant, de ces 3 degrés-là, en gros, vont sortir maintenant ce qu'on va appeler le Kisei Hakavod, le trône de gloire. Ce qui se rappelle, ça correspond au monde de Bria. Sur le Kisei Hakavod, en dessous, maintenant, ça va faire les anges. D'accord? Les anges, vous vous rappelez qu'on a dit qu'il y a trois types d'anges, si on rebat sur un mode de 3, les séraphim, les chayot et les ophanim. Après, ça va maintenant faire sortir après quoi? Les planètes. Et après, les éléments, Esh, Maïm ou Roi. Et après, maintenant, ça va faire descendre les choses. D'accord? Parce qu'en gros, les éléments, ils sont entre les éléments, ils sont. Alors, vous savez qu'il y a des très anciennes cartographies kabbalistiques comme ça. Je vous en montrerai une si j'oublie pas de chez Boulafia, où les éléments, ils sont entre les planètes et les anges, ou entre les planètes et nous. Mais ce qu'on appelle les Galgalim, c'est pas sûr que ce soit les planètes. C'est un grand problème chez le Rambam. Les Galgalim, littéralement, ce sont les roues. D'accord? Donc ça correspond à des éléments beaucoup plus hauts. Mais en tout cas, c'est clair que les éléments, c'est en dessous des choses. On ne peut pas placer les éléments au-dessus des sphirotes. Alors, prenons notre temps. Mais en dessous des planètes. D'après cette configuration-là, oui. Alors, maintenant, rappelez-vous que quand on avait dit que c'était lié en 3, rappelez-vous que ces 3-là, on avait dit que ça pouvait être quoi? Ça pouvait être, vous vous rappelez, Chochma, Bina, Dat, pour avoir un centre, Chesed, Vura, Tiferet, ou Netzach, Od, Yesod. Oui ou non? Oui. Que c'est 3 qui vont descendre. Et à chaque fois, ça va s'épaissir, comme on dit dans le langage Moyen-Âge, ça va s'épaissir, et jusqu'à former les choses. Donc après, vous avez le Kisakavod, après vous avez les anges, et après vous avez les anges, et après ça va descendre jusqu'à descendre dans la matière. Alors, et c'est là que ça va être difficile. Alors maintenant, qu'est-ce que ça nous apprend, cette histoire que ça va se diviser maintenant en masculin et en féminin? Alors, est-ce que on reste sur un mode de 3 ou est-ce qu'on passe d'un mode de 3 à un mode de 2? C'est ça la bonne question. Or, si c'est un mode de 2, du coup, on est perdu. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il vient faire. Alors, le Rama qui pense qu'on reste sur un mode de 3, mais dans le mode de 3, il y aura des 3 masculins et des 3 féminins. Par exemple, Chesed, Gvura, Tiferet, c'est masculin. Netzach, Od, Yesod, comme c'est lié à la Malchut, c'est féminin. On reste sur un mode de 3. Et maintenant, ces modes de 3-là, ils vont interagir les uns par rapport aux autres pour être masculins et féminins. Et quand on fera permuter ces 3 hamash, on pourra les faire permuter de façon masculine ou féminine. Mais on garde toujours 3 lettres. D'accord? Doucement. Alors,
la première évidemment question, c'est comment est-ce que maintenant on met tout ça ensemble? Parce que ça va être la première fois que dans le Sefer Yetzira maintenant ici, on va aborder cette notion des éléments. Très bien. Alors c'est une bonne question historique de d'où ça vient cette notion des éléments. D'accord? Quand on a travaillé sur le Sefer Yetzira, Vajda cite un texte de Dunash Ben Tamim qui dit que la notion des éléments, elle n'est pas grecque, elle est juive. Évidemment, quand on parle des éléments, on dit que ce sont des emprunts à la philosophie grecque, que c'est effectivement cette notion des éléments, on la trouve dans d'autres cultures, et que justement, il dit que par exemple, ça aura des occurrences même dans la médecine. On parlera après du chaud, du froid, de ce qui est mouillé, tout ça. Il dit que ça viendrait des Juifs, et il dit même que ça viendrait de Rabban Gamliel. Le sanskrit. Il dit que au départ, c'était quelque chose qui vient de la Torah. C'est une grande question, mais ici, tout d'un coup, on a la première, de façon claire, dans le Sefer Yetzira. Par exemple, dans le Zohar aussi, cette notion des éléments, elle va agir plusieurs fois. Par exemple, rappelez-vous qu'à propos de, bon, on verra si c'est dans les parachutes qui vont venir, à propos de Akedat Yitzhak, d'accord? Le Zohar, il dit, c'est quoi Abraham qui sacrifie son fils? Alors il dit, c'est le feu dans l'eau et l'eau dans le feu. Parce qu'un, il est chesed et l'autre, il est gvoura. D'accord? C'est l'eau dans le feu et le feu dans l'eau. Alors c'est une très bonne question. Ça veut dire que il y a une manière de penser les choses en termes simplement d'éléments. C'est-à-dire que c'est une autre manière de voir les choses. À la limite, on n'a plus besoin des sphirotes. Je peux voir simplement les choses en termes d'éléments. Parce que si vous dites qu'Abraham il est eau et Yitzhak il est feu, on a compris que c'était Jérôme de 3, d'accord? Et que Yaakov il est roi. Alors essayez maintenant d'imaginer la vie c'est quoi la vie de quelqu'un qui est feu ou de quelqu'un qui est eau. Maintenant le feu ça ne fait pas que brûler, le feu ça chauffe aussi. L'eau ça ne fait pas que inonder, l'eau ça irrigue aussi. Le vent ça ne fait pas que de la tempête, le vent ça porte la vie aussi. Donc il faut comprendre, il faut effectivement comprendre ces notions-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on veut maintenant rattacher les choses, c'est sûr que le Hesh, il est lié à la Gvoura, c'est sûr que les eaux, elles sont liées à Chesed, et c'est sûr que le vent, il est lié à Tiferet. Et de même, Netzach, Od, Yesod, etc., etc. Et on peut aussi le voir aussi en termes d'axe. Et on dira que l'axe de droite, c'est l'axe de l'eau, l'axe de gauche, c'est l'axe du feu, et l'axe central, c'est l'axe du vent. D'accord? Maintenant, le Rama qui dit attention, il y a marqué ou me'em yotse ou me'em yotsim, il dit c'est au présent, c'est pas au passé. Vedigdek be'omro yotse, velo amar yotsa, yatsa. Pourquoi? Parce que c'est permanent, ça sort tout le temps, c'est un présent permanent. Et écoutez l'explication. Ki en aïla muznahat ma'ilato leolam. Parce qu'on ne peut pas détacher la cause de l'effet. Pourquoi? Chez imken lo ayala kiyum. Parce que si les deux ne sont pas en liaison permanente, alors l'une va mourir. C'est un flux permanent. Donc, on ne parle pas ici maintenant de ça a été fait une fois, Bereshit bara. Maintenant, non, ça sort tout le temps. Rappelez-vous, c'est quoi le fameux exemple de Yotse? C'est Nar Yotse Me'eden. Le Zohar dit que Yotse, c'est-à-dire, il sort tout le temps. C'est un fleuve qui alimente tout le temps. C'est le fleuve de la vie. Et qu'après ce fleuve-là, il se divise en 4. Vous vous rappelez de ça, d'accord? Le Ramak, ici, c'est pareil. Pourquoi? Et là, Yotse, c'est au présent. Chez les Olam, Kowar Kiyuma Mehem, parce que la force
de vitalité, enfin, la force de vitalité ou de maintien ou d'établissement, ça sort d'eux et ça sort d'eux en permanence. Mais à l'inverse, celui qui n'est pas capable de lier la chose à ça, c'est que du coup, il perd sa vitalité. Donc si vous n'êtes pas capable de remonter toujours ces choses-là de ce point de vue-là, ça ne marche pas. On verra ça pour la semaine prochaine. Baruch Adonai l'Olam. Amen. Amen.